cars, des automobiles chargés à bloc de musulmans, de jeunes, d'hommes, de garçons, d'enfants circulent dans le centre de la ville en scandant FLN Yahya. Juillet 1962, l'Algérie est indépendante. Ils sont des millions à travers tout le pays à fêter la naissance d'une nation et la fin de 130 années de présence française. Le jour d'indépendance a été l'un des plus beaux jours de ma vie. Il y a plein de monde, il y a des jeunes, des vieux, beaucoup de femmes. Je ne vous dis pas, la joie, les you-you, etc. Tout le monde était dans la rue, femmes, enfants, hommes. Il y avait un slogan, on a gagné, on a gagné. Et on fait une fête extraordinaire. On fait du couscous partout, on invite tout le monde. Et il y a des gens qui viennent chanter. C'était des moments de joie, c'était des moments d'espoir. C'était des moments de « on va être citoyen enfin ». Au même moment, 1 million d'autres, Européens, ce que l'on appelle les pieds noirs, enracinés depuis des générations, quittent le pays dans un incroyable et dramatique exode. Vous sentez qu'il y avait de l'électricité dans l'air et qu'il ne fallait pas traîner. C'était des vies qui chaviraient. L'angoisse se lisait sur les visages des adultes les plus intimes. Ces millions de gens qui se déversaient sur les côtes méditerranéennes, jamais personne n'en parlait. Je suis le seul de toute la famille à jamais être retourné. Ma grand-mère m'avait chargé de 2 missions. Retrouver la tombe de son père au cimetière Saint-Eugène et retrouver la maison où était né mon père. La France n'était pas mon pays. Mon pays, c'était l'Algérie. On vivait comme des lézards au soleil, quoi. Des lézards très heureux. Sauf que la fête n'était pas faite, si j'ose ce mot, pour les Algériens. On n'allait pas dans les vrais quartiers européens, on n'allait pas au centre-ville. Moi, le centre-ville, j'ai été à 2 reprises avec mon père. Mais seul, c'était pas possible, non. On savait bien sûr qu'ils voulaient leur indépendance. On se demandait pourquoi faire, hein, d'ailleurs, mais enfin, on ne pouvait pas remettre en cause la présence française en Algérie. C'était impensable. L'Algérie, c'est la France. Et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autre autorité que la sienne. La guerre d'Algérie, c'est la guerre qui n'aurait dû jamais avoir lieu. Et pourtant, cette guerre, qui longtemps n'aura pas de nom, va durer 8 longues années, de 1954 à 1962. 1,5 million de jeunes appelés français contre des milliers de maquisards côté algérien. Le premier mort que j'ai vu en face, je peux vous dire, c'est pas comme au cinéma, c'est pas « Ah, vive la France !» C'est « Maman, j'ai mal, je veux pas mourir. Maman, j'ai mal, je veux pas mourir. » Tous, c'est leur mère qu'ils appelaient. 30 000 morts militaires français, des centaines de milliers d'Algériens tués, des milliers d'Européens disparus au moment de l'indépendance. Nous avions une mission civilisatrice. Il fallait défendre cette Algérie face à des bandits, à des rebelles. Donc ça commençait par le bruit de l'hélico. Ça tirait dans tous les sens et les balles traçantes se croisaient entre elles. Cette terreur que j'ai vue en Algérie, ces horreurs, ces exactions, ces cadavres que l'on mutile, pour nous, mais c'est insupportable. Pourquoi faire tout cela ? La majorité de ma famille a été assassinée par la police française. À Lille, mon oncle, 20 ans, attaché à un arbre, et ensuite l'OAS. Donc c'est des choses très violentes. Je ne sais pas à quel moment j'ai pris conscience que j'avais perdu une jambe. Et je pense que j'ai été projetée par la bombe parce qu'elle était posée sous notre table, directement. La guerre d'Algérie. On devrait dire les guerres d'Algérie. Une guerre entre nationalistes algériens et l'armée française, bien sûr. Ils parlaient de terroristes, nous parlions de patriotes. Mais aussi une guerre entre Algériens. Celle qui opposa 2 mouvements indépendantistes rivaux et l'autre qui opposa les harkis, ces musulmans pro-français, au Front de libération nationale algérien et qui fit, à l'indépendance, des dizaines de milliers de morts côté harkis. Mon père était harki. Le parti FLN, tous les gens qui travaillent dans l'administration française, ils étaient condamnés à mort d'office. Le caïd de chez nous, c'est son neveu qui l'a tué.
Et puis la guerre franco-française qui commence à Alger en juin 58 par un grand malentendu. Je vous ai compris. Je vous ai compris. Alors, je vous ai compris, quand vous dites « je vous ai compris » à 100, 200 000 personnes, bah, eux, ils comprennent qu'on les a compris. De Gaulle, bah, c'était simple, hein. De Gaulle, c'était un traître. Une guerre qui divisa la France, la terrorisa durant des années et faillit la faire basculer dans le chaos. Moi, j'ai longtemps oublié l'Algérie. C'était derrière moi et je voulais plus en entendre parler. Il a fallu pas mal d'années pour que je voie à quel point j'appartenais à cette terre. Mon souhait, c'est qu'on puisse aller vers une vraie réconciliation et que ces deux peuples puissent vraiment se parler, se reparler vraiment. Et je pense que les peuples eux-mêmes pourraient le faire, sont prêts à le faire. C'est tout cela la guerre d'Algérie. L'histoire de deux peuples déchirés un temps, mais liés à jamais par ce passé commun. Mais aujourd'hui on est vieilli, toi là-bas en Algérie, et moi j'ai fait ma vie ici. On est restés des amis, on est restés des amis. « 1930. Cette année-là, le grand événement, c'est le centenaire de l'Algérie française. Avec le voyage officiel du président Doumergue venu célébrer le joyau de l'Empire français. L'Algérie française et le centenaire de la prise d'Alger en juillet 1830. Tout Alger a été convoqué. Tout Alger est au balcon. L'événement est considérable. La Troisième République fête en très grand son empire colonial. Et le point d'orgue de ce centenaire est à l'hippodrome d'Alger. Un exercice d'autosatisfaction où la Troisième République va célébrer la force de son action civilisatrice. La France a fait en 100 années de l'Algérie l'une de ses plus belles provinces. Dans ce pays, nous avons tout créé et tout transformé. Les populations indigènes, grâce à la civilisation française, ont profité naturellement de l'accroissement de la prospérité générale du pays. Ces incroyables cérémonies dureront toute une année, venant légitimer en quelque sorte une conquête entamée 100 ans plus tôt. À l'origine, il y a la conquête de Sidi Ferruch, le 14 juin 1830. 37 000 hommes avec 100 bâtiments de guerre débarquent pour prendre la régence d'Alger. Un petit État occupé par l'Empire ottoman depuis 1515. Une querelle commerciale avait dégénéré entre le souverain, le Dey d'Alger, et le gouvernement de Paris, jusqu'à ce que le Dey donne un spectaculaire coup d'éventail au consul de France. Ce fut le prétexte, côté français, pour l'invasion de 1830. Une manière de poser son pied en Afrique, de rivaliser avec la puissance britannique et d'en chasser l'Empire ottoman. Mais une fois en Algérie, le pouvoir français ne sait pas quoi faire de cette terre inconnue. Alors à Paris, on hésite pendant 10 ans. Retrait, occupation restreinte,
ou occupation totale. Ce sera d'abord un état de guerre avec les chefs de tribu, dont le jeune émir de Mascara, Abdelkader. Mais après ces années d'hésitation, à Paris, les durs de la colonisation l'emportent. À leur tête, le général Bugeaud, qui proclame « Il faut une invasion massive, sinon nous n'arriverons à rien ». Bugeaud est nommé gouverneur général avec tous les moyens militaires pour soumettre cet Abdelkader devenu légendaire. Ce sont alors plus de 50 000 soldats français, bientôt 100 000, qui seront là pour harceler Abdelkader et sa ville nomade, sa smala de 30 000 personnes. Dans les villes, dans les campagnes, dans les montagnes. Ce seront durant des années les batailles de Makta, de Sidi Ibrahim, la prise de la Smala, la bataille d'Isli. La guerre est cruelle, des deux côtés. Elle culminera dans l'horreur avec les enfumades consistant à asphyxier les ennemis dans les grottes. Ouvertes par Bugeaud et qui seront dénoncées à Paris par Victor Hugo. L'émir Abdelkader luttera longuement, vaillamment. Il se rend finalement en 1847. Mais la résistance aux Français ne va pas pour autant disparaître, surtout en Kabylie, où elle se poursuit jusqu'en 1871. Avec Bugeaud, l'Algérie va devenir le terrain de jeu des militaires, avec une méthode, la charrue et le fusil. Il y a un bled immense qu'il faut administrer. Un pays 5 fois grand comme la France. Presque une Amérique sur les bords de la Méditerranée. Les villes côtières d'Alger à Oran, mais aussi la prometteuse plaine de la Mitidja, les montagnes des Aurès, les portes du Sahara, l'inaccessible Kabylie avec ses Berbères, les premiers habitants de l'Algérie qui ont résisté à toutes les invasions. Berbère, ça vient du mot imazéron, ça veut dire homme libre. Et ce sont des gens qui ont refusé d'être dominés et qui se sont souvent révoltés. Il y a eu un certain nombre de révoltes durement réprimées, et notamment en Kabylie. Mes ancêtres viennent du sud de l'Algérie et ils étaient des Ouled Madi. C'est une grande tribu. Ils avaient leurs terres à côté des terres d'autres tribus qu'ils surveillaient jalousement parce que le bétail était leur seule richesse. Les Timsites, les Gedj et d'autres sont des juifs berbères et sont restés juifs malgré l'islamisation de l'Algérie et font partie des premiers habitants de cette terre algérienne. Pour gérer tous ces peuples, les Kabyles, les Chaouis des Aurès, les Touaregs du désert, un pouvoir colonial naît alors, avec les bureaux arabes. Ils sont organisés sur le modèle romain. À chaque tribu, son bureau arabe, avec autant d'officiers qui jouent le rôle de juges, d'agents de renseignement et qui négocient avec les caïds, ces chefs locaux à qui ils délèguent le pouvoir. Ces bureaux arabes sont administrés par des officiers français, dont certains se comportent en véritables tyrannos. D'autres considèrent qu'ils sont là pour apporter le progrès et la civilisation. D'autres, enfin, sont tout simplement des aventuriers, comme le héros du célèbre roman Forsagan. Mon grand-père était un petit paysan ariégeois. On l'avait mis aux enfants de troupe, il avait 14 ans. Et quand il est sorti à 18 ans, il s'est engagé et il est devenu simple soldat. Et il est parti en Algérie. Quand j'ai écrit Forsagan, je me suis demandé pourquoi ce garçon avait demandé d'aller servir au Sahara. Je pense qu'il y avait un côté patriotique très fort. Allons combattre pour la plus grande France. Un côté, je vais voir des choses inouïes. Puis, je crois qu'il y avait quand même un goût de l'aventure. En 1848, la France crée 3 départements sur la côte algérienne. L'Algérie devient française 12 ans avant Nice et la Savoie. La colonisation continue. Jusqu'au Second Empire, où contre toute attente, Napoléon III va se faire l'apôtre d'un royaume arabe, associé à la France.
Sitôt au pouvoir, il fait libérer Abdelkader de sa prison d'Amboise et envisage de le rétablir à la tête de l'Algérie comme vice-roi. Et tout de suite, Napoléon III donne le ton. Les indigènes ne sont pas nos inférieurs. Il faut cantonner les colons, pas les Arabes. Mais il n'est pas obéi en Algérie. Il va se heurter très vite à ce pouvoir militaire et colonial naissant. Et son rêve de royaume arabe associé à la France restera à l'état d'utopie. C'est probablement le premier rendez-vous manqué entre la France et cette région dans cette histoire. La Troisième République arrive au pouvoir en 1871 et elle prend le contre-pied de Napoléon III. Elle entend faire de l'Algérie une colonie de peuplement et étendre là son œuvre civilisatrice. Il y a en Algérie 2 millions de kilomètres carrés et seulement 3 millions de musulmans. Essentiellement des paysans. Il faut envoyer là-bas une énorme migration. La France peut, sans s'épuiser, donner un contingent de 4 millions et l'Europe fournira le reste, proclame avec ardeur la gauche de l'époque. Alors arrivent des Italiens, des Espagnols, des Maltais, parmi les plus pauvres de la Méditerranée, des bagnards venus de France, des communards expulsés, ou bien encore des Alsaciens et des Lorrains qui refusent de devenir allemands après la défaite de 1870 contre la Prusse. Je crois que ce qui a constitué le peuple pied-noir, enfin les premiers émigrants, je crois que c'était des hommes du refus. Des gens qui refusaient la misère, qui refusaient un roi, qui estimaient qu'ils étaient un peu dans les soutes d'une société en France et qu'ils préféraient monter sur le pont et respirer le vent du large. De surcroît, ce fait que ce soit en même temps des latins et très souvent, enfin, liés à, par exemple, le mélange de la mère italienne et du père alsacien, ça donnait aux pieds noirs leur gaieté, d'abord, qui est la gaieté latine, ça c'est vrai, le folklore, mais en même temps un sens de l'organisation et du travail, bien fait. Ce sont les travailleurs. Pendant les 130 ans de colonisation algérienne, il y a eu de mes ancêtres partout en Algérie. Des origines corse, grecque, italienne, française, un peu de tout. Ça pouvait être médecin, fonctionnaire. Il y a eu des trafiquants, il y a eu un peu de tout. J'avais un arrière-grand-père que j'ai d'ailleurs très bien connu, qui était italien et qui était... il était même artiste de cirque, c'était un personnage formidable. Et quand il est arrivé en Algérie, il a commencé par trouver le henné. Alors il a fait des shampoings colorants et ça se vendait pas. Donc il a mis teinture Johnson, made in England, ça s'est vendu comme des petits pains. Cette chaleur en même temps qu'il y avait chez les gens. À midi, les portes des immeubles s'ouvraient, les voisins se portaient des plats, il y avait quelque chose d'une vie un peu à l'espagnol peut-être, en fait à l'algérienne aussi, parce que c'était un peu la même vie. Donc les mœurs des Algériens avaient largement contaminé les populations occidentales. Nous nous sentions des autochtones. Il n'y avait pas d'autre pays et en même temps, il y avait un grand attachement à la France. Donc, nous n'étions pas les mêmes autochtones que les Algériens. Nous étions des autochtones binationaux, en quelque sorte, avant que le mot existe. Mon arrière-grand-père venait de Sabran, dans les Cévennes. Il était agriculteur et donc il a tenté l'aventure et il est parti en Algérie en 1878. On lui donne gratuitement une concession de 22 hectares. C'était complètement en friche. Il fallait qu'il prouve sa capacité d'agriculteur, il fallait qu'il prouve qu'il avait une famille et il fallait qu'il s'engage à rester sur la concession. La loi Varnier de 1873 entraîne une sorte de privatisation des terres, surtout au profit de quelques immenses compagnies allemandes ou suisses. Une politique qui souvent va priver les musulmans des meilleures terres.
Ma famille avait des terres dans la vallée de la Soumam où il y a effectivement des terres fertiles. Et alors on me racontait comment les colons français donc, prenaient ces terres-là. Ma famille se retrouvait finalement obligée d'aller vivre dans les villages qui se trouvaient dans les hauteurs. Et comment aussi finalement ce peuple a dû s'adapter à ce mode de vie. Autant qu'on se souvient dans la famille, nous avons toujours travaillé comme métayer. Alors métayer n'est pas le vrai mot, parce que métayer veut dire avoir la moitié de la récolte. Chez nous, on appelait le métayer le khammas, c'est-à-dire celui qui ne touche en fait que le 5e de la récolte. Et donc plusieurs générations de mes ancêtres, peut-être 3 générations, ont survécu comme métayers chez les Suisses de Sétif. Mais au début de la Troisième République, malgré la retape, l'Algérie ne fait pas recette. Ils ne sont que 400 000 Européens à s'y installer. Et c'est loin d'être suffisant, comme on en rêve à Paris, pour en faire une véritable région française. La ruée vers l'Algérie n'a rien à voir avec la conquête de l'Ouest, qui à la même époque fait fureur en Amérique. L'assimilation, c'est le programme de la Troisième République et de Jules Ferry. Alors, on va commencer à assimiler les territoires avant les hommes. On développe des infrastructures. On exploite la plaine de la Mitidja qui, avec la crise du phylloxéra en Europe au XIXe siècle, devient le meilleur vignoble du monde. Et c'est vrai qu'on va réussir à assimiler les territoires. Ici ou là, l'Algérie prend un air de France. On transforme des bleds en villages bien français, avec la mairie, l'église, l'école, la gendarmerie. Mais quand il s'agira, comme le promet l'universalisme républicain, d'assimiler les populations, la Troisième République va caler. Elle ne va pas réussir, pas vouloir assimiler toutes les populations. Elle va en 1870 assimiler les 30 000 juifs d'Algérie, avec le décret Crémieux, en dépit de l'hostilité des rabbins qui craignent un abandon des traditions religieuses. En 1889, les descendants d'Italiens, d'Espagnols et de Maltais deviennent français eux aussi. Mais quand il s'agira des musulmans, à qui l'on demande, comme aux autres, d'abandonner le droit spécifique, le droit coranique, leurs chefs religieux vont refuser. La Troisième République ne cherchera pas à concilier ou à contourner l'obstacle. La République n'a jamais été très à l'aise avec ces indigènes, avec leur statut. Ils ont été sujets français, et puis après, un droit coranique, un droit musulman. Donc, ce qu'on a accordé à la communauté juive, avec le décret Crémieux, on ne l'a pas accordé aux musulmans. Alors, en même temps, c'était un peu compliqué, parce que certains musulmans aussi ne voulaient pas perdre le statut coranique. D'autant que nombre de grands colons ne seront pas mécontents de conserver ainsi une masse de travailleurs dociles et illettrés. Dès lors, plusieurs sociétés vont vivre côte à côte dans ce système de domination coloniale. D'un côté, les Européens. De l'autre, les 3 millions de musulmans qui vont être soumis en 1881 à un code de l'indigénat. Restriction de liberté, restriction de circulation, punition collective et surtout droit de vote restreint à quelques milliers de notables. Les Français, quand ils sont arrivés, c'était la peur du képi, la peur de l'uniforme, la peur du roumi. Ça s'est transmis. Je les percevais comme catégorie à part,
des créatures venues d'on ne sait où. Je me rappelle très bien que je me demandais pourquoi les Français avaient des chapeaux, pourquoi ils avaient un béret, et que les autres avaient un chèche, ils avaient une chichka. Pourquoi les uns allaient pieds nus et les autres avaient des chaussures. Petit à petit, s'est bâti en moi cette notion d'infériorité. Cette infériorisation, pour le colon, elle est nécessaire, c'est une nécessité. Pourquoi on enlève les terres, pourquoi on ne les envoie pas à l'école? Ils sont inférieurs. S'ils étaient les égaux des Français, on les traiterait autrement, mais parce qu'ils sont inférieurs, de race inférieure, donc c'est normal que... C'est tout ça qui va se cumuler pour aboutir à la guerre, si vous voulez. Hein, Et la Grande Guerre de 1914, cette mêlée humaine, où les indigènes, comme on disait, prirent une part importante, ne changera rien à leur statut. Malgré le désir de ces Algériens de s'assimiler à cette France républicaine et égalitaire. Comme ce jeune étudiant en pharmacie de Sétif, Ferhat Abbas, qui s'impatiente d'être vraiment français, et qui écrit « En France, ils avaient découvert le peuple français. Et nos fellahs soldats se mirent à espérer beaucoup. Le colonisateur, lui, ne changeait pas. La grosse colonisation ne désarmait pas. Elle voulait coûte que coûte barrer la route à toute évolution, à tout relèvement social. » En dépit de la guerre où ils se sont croisés, les Arabes, les Kabyles, les Chaouis des Aurès vont rester inconnus pour les Européens d'Algérie qui ne fréquentent pas, à l'exception des villes. Nous, les gens, les blédards du monde rural, nous n'avons pas eu la même relation avec les Français que l'ont eu les citadins. Les citadins étaient au contact dans un coudoiement quotidien avec les Français. Dans les années 30, seuls quelques Européens s'intéresseront aux différents peuples d'Algérie. Comme Germaine Tillion, jeune anthropologue, qui s'installe alors dans le fin fond des Aurès. J'ai eu la chance, très jeune, qu'on m'attribue 2 missions dans un pays qui, à ce moment-là, n'était pas du tout un pays touristique, qui est le sud de l'Aurès. Je suis donc partie en 1934 et je suis restée d'une façon presque ininterrompue avec des tribus nomades à 14 heures de cheval de l'Européen le plus proche. Il n'y avait pas de route. J'habitais tantôt sous la tente, tantôt dans une caverne. Et les enfants et les femmes n'avaient jamais vu d'Européens de leur vie. J'ai donc appris avec eux beaucoup de choses. La première chose, c'est écouter. Écouter ce qu'on avait à me dire. Et la deuxième chose que j'ai apprise, c'est la pauvreté. Et les degrés de la pauvreté et comment il y a des degrés qui se remontent et des degrés qui ne se remontent pas. La lutte contre la misère, c'est justement le programme du Front populaire qui arrive au pouvoir en juin 1936. Et ce programme va soulever l'enthousiasme en Algérie, dans les masses musulmanes. Le 14 juillet d'Alger est aussi impressionnant que celui de Paris. Les réunions se multiplient pour voir se concrétiser ces rêves de liberté, d'égalité et de fraternité. Enfin, la République va tenir ses promesses. Enfin, elle va les assimiler. C'est du moins ce qu'espère le docteur Benjeloul, chef des élus de la région de Constantine, et son jeune collaborateur Ferhat Abbas, auquel se sont joints les influents oulémas, ces religieux modernistes. En août 1936, il lance le premier congrès musulman dans le grand stade d'Alger. 10 000 personnes accourent pour soutenir le Front populaire et sa promesse d'égalité dans la République. Jusqu'à ce qu'un homme arrive pour troubler la fête. Il y a un silence surprenant. Un très grand silence. Et là, il a eu une idée géniale. Il s'est baissé. Il a attrapé une poignée de cette terre. Il l'a levée devant le public. Et il a dit en arabe, cette terre n'est pas à vendre. Mais Sali Hadj a 38 ans.
Et il est le seul qui ose prononcer le mot « indépendance », avec son mouvement L'Étoile nord-africaine, implanté surtout en France parmi les immigrés algériens. Missali Hadj, c'est quelqu'un qui va faire le premier appel vraiment à cette unité arabo-musulmane et de demander à ce qu'on libère ce pays. C'est le premier grand mouvement. Messali, c'est l'idole de mon père. C'est le père fondateur du nationalisme algérien qui a défendu le principe de l'Algérie arabe et musulmane, hein, puisqu'il fallait répondre à la France laïque et européenne. Sur le plan fondamentalement politique, quelqu'un qui représentait le besoin d'une indépendance pour l'Algérie, qui l'a incarné, qui a monté les structures qui ont préfiguré le FLN. Messali Hadj, le nationaliste, versus Ferhat Abbas et Ben Jelloul, les assimilationnistes. Les termes sont posés au sein du peuple musulman d'Algérie. Mais pour l'heure à Paris, ce sont Ben Jelloul et Ferhat Abbas, les assimilationnistes, qui ont le vent en poupe et qui sont reçus en grande pompe par Maurice Violette, l'ancien gouverneur devenu ministre chargé de l'Algérie. Celui qu'à Alger, les grands colons appelaient Violette l'Arabe. Le gouvernement s'est trouvé d'accord avec moi pour penser qu'il était impossible de continuer à refuser aux indigènes d'Algérie qui sont français la participation à la souveraineté nationale. Au retour de la délégation reçue par Maurice Violette, c'est l'enthousiasme. Une porte s'ouvre, une évolution vers cette intégration auquel nombre de futurs nationalistes algériens croient encore à ce moment-là. Le projet Blum-Violette est pourtant bien modeste. Il ne concerne que 24 000 musulmans, triés sur le volet. Quelques anciens combattants, quelques caïds, des notables puissants sur les 6 millions de musulmans. Le jeune Albert Camus, enfant d'Alger, va se jeter dans cette bataille. Il lance le manifeste des intellectuels pour le projet Blum-Violette. C'est son premier acte politique. Il a 24 ans. Mais le projet soulève un tollé en Algérie. Les maires se mobilisent. Et surtout, le parti des grands colons, qui à travers quelques familles tient tout. Les terres, les ports, les journaux. Il ne veut aucun changement. Il s'oppose à toute réforme. À sa tête, le puissant Henri Borgeaud. Henri Borgeaud est resté dans les mémoires, bien sûr, le symbole du colonialisme français en Algérie. C'était un homme politique important. On disait de lui qu'il faisait et défaisait les gouvernements. Et il a été ensuite honni, présenté comme l'homme du statu quo. En fait, c'était un brave homme qui était représentatif du 19e siècle, mais qui vivait au 20e siècle. Et ces hommes du 19e siècle vont empêcher la marche vers l'égalité promise, cette folie du Front populaire. Avec en pointe le maire d'Oran, le redoutable abbé Lambert, un admirateur de Franco et d'Hitler, un prêtre défroqué qui aime un peu trop les femmes et l'anisette, et qui va mener un combat vigoureux. Lambert, et avec lui les milieux les plus étroits de Paris et d'Alger, gagneront. Le projet Blum-Violette ne sera même pas présenté au Parlement. Après cette défaite, Albert Camus écrit amer. La conquête d'un pays n'a pas d'excuse tant qu'elle ne se consacre pas dans la conquête des cœurs. Ce peuple qui demande aujourd'hui à devenir français, il est singulier qu'on lui refuse avec autant de persévérance ce que nous devrions être fiers de lui voir demander. Pour les réformistes comme Ferhat Abbas qui croyaient tant à la France de 1789, la désillusion est grande. La porte reste fermée. Lisez Le Jeune Algérien ou bien La Nuit coloniale. Je cite un député algérien, Abou. Et il dit, je sais, j'ai mis en échec le projet Blum-Violette. Je sais comment barrer la route aux Arabes et je sais comment les mater. Après l'échec du projet Blum-Violette, les réformistes sont affaiblis. Ils sont dans l'impasse. C'est le moment que Messali choisit pour sortir du bois. Il fonde le PPA, Parti du peuple algérien, le premier parti indépendantiste.
Et cette fois, l'audience est là. En 1939, le candidat du PPA à l'élection municipale d'Alger triomphe de tous ses rivaux. Le parti des grands colons et leurs journaux s'étouffent d'indignation. Albert Camus, qui n'est plus en odeur de sainteté à Alger, s'en félicite. Pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie, un prolétaire arabe va participer aux travaux d'une assemblée officielle. Camus est expulsé d'Algérie. Juin 1940, la France s'effondre face à l'Allemagne nazie. Et devant sa déroute militaire et l'exode de tout un peuple, devant cette étrange défaite de la puissance coloniale, les Algériens découvrent un colosse aux pieds d'argile. Et cela les trouble. Alger devient par défaut capitale de l'Empire français où règnent les pétainistes. Avec Vichy, elle est l'autre capitale de la Révolution nationale. Un laboratoire du fascisme français, plus audacieux encore. Et tout ce dont les grands colons rêvent depuis longtemps va s'accomplir par la grâce du maréchal. Rétablissement de l'ordre colonial strict et même invention d'un islam à la sauce Pétain. Village Maréchal Pétain. Tel est le nom que se donne aujourd'hui, en présence du gouverneur général Châtel, la commune de Denis-Abran au fin fond de la Kabylie. Vivant témoignage du profond respect que portent les populations de l'Afrique du Nord au maréchal et de l'amour qu'elles vouent à la mère patrie. Une Algérie où plus que jamais, l'antisémitisme va se manifester. Le décret Crémieux est abrogé. Les enfants juifs sont chassés des écoles. Désormais, les juifs d'Algérie ne sont plus français. Ma mère a été renvoyée de l'école à 13 ans et elle a beaucoup raconté comment un jour la directrice a dit toi et toi, c'est plus la peine de venir à partir de demain. Et en fait, elle est allée dans une école catholique après ce soir. C'est une école de sœurs qui a accueilli ces jeunes filles. Messali Hadj et Ferhat Abbas, des parias jusque-là, vont se retrouver alors au centre du jeu. Ils sont approchés tant par les vichistes que par les nazis et vont être l'objet de toutes leurs attentions. Mais ils vont refuser, tous deux, de soutenir l'occupant ou Pétain et refuser la tentation de l'antisémitisme. Messali proteste. En ôtant leurs droits aux juifs, vous n'accordez aux musulmans aucun droit nouveau. L'égalité que vous venez de réaliser entre musulmans et juifs est une égalité par le bas. La plupart des nationalistes vont refuser la tentation nazie, sauf quelques soldats perdus, comme Saïd Mohammedi, dissident messaliste que l'on retrouvera dans cette histoire. Novembre 1942, les Américains débarquent en Algérie. C'est l'opération Torche, une armada de 850 navires et de 100 000 hommes. Le président Roosevelt s'adresse aux Français à la radio pour annoncer ce débarquement en Algérie. Enfin, les États-Unis se joignent aux opérations. Mes amis qui souffrent jour et nuit sous le joug accablant des nazis, les Américains, avec l'aide des Nations Unies, font tout ce qu'ils peuvent pour établir un avenir sain. La libération d'Alger est spectaculaire et plutôt aisée. Celle d'Oran, plus difficile. Les troupes vichistes résistent et durement. Pour les musulmans, les juifs et nombre de libéraux d'Algérie, le débarquement américain est une espérance. Pas pour le lobby colonial et les vichistes, comme le général Giraud maintenu en place par les Américains. L'Amérique, c'est la liberté aussi, pour Ferhat Abbas, dont le portrait de Roosevelt trône dans la pharmacie de Sétif.
Alors, stimulé par la présence américaine, Ferhat Abbas va rencontrer l'ambassadeur Murphy et le général Eisenhower. Ils le reçoivent, le traitent avec déférence, l'écoutent, pas mécontent d'enfoncer un coin dans l'Empire français affaibli. Le pharmacien de Sétif est confiant, car s'il a refusé les sirènes allemandes, Ferhat Abbas croit à cette idée nouvelle. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ainsi, le 17 janvier 1943, Ferhat Abbas réunit ses amis. Une quinzaine de militants, d'élus, d'intellectuels qui, eux aussi, mesurent l'opposition des Français à toute réforme. Ils décident d'agir. Ferhat Abbas rédige le manifeste. Et dans ce texte important, il prend pour la première fois ses distances avec l'espoir d'une assimilation à la France. Vous avez déclaré en 1834 que l'Algérie était annexée et qu'elle est devenue territoire français et que nous, indigènes, nous devenions français. Mais nous ne le sommes jamais devenus. La Savoie a été annexée bien après l'Algérie et les Savoyards sont devenus français. Nous pas. Le 10 février 1943 est publié le Manifeste du peuple algérien, qui condamne la colonisation et exige une république algérienne associée à la France. On ne parle pas d'indépendance. Le mot est encore tabou. Ce serait un chiffon rouge, et le manifeste des Amis de la Liberté est un coup de tonnerre en Algérie. Ce coup de tonnerre, le général de Gaulle l'entendra-t-il? Il est au pouvoir à Alger. Il vient de triompher de son rival Giraud, l'homme des Américains, et cela réchauffe les espoirs de Ferhat Abbas et de Benjeloul. Lors d'un meeting à Constantine, le docteur Benjeloul pleure d'émotion en approchant de Gaulle. Mais rien ne vient. De Gaulle ne reçoit pas Ferhat Abbas. Il se méfie. Il soupçonne une manœuvre américaine. N'a-t-il pas dit « Il ne faut pas que l'Afrique du Nord nous glisse entre les doigts ». Il rejette le manifeste de Ferhat Abbas. La seule mesure qui sera prise en faveur des Algériens par de Gaulle sera une sorte de projet Blum-Violette, l'ordonnance de mars 1944. Elle accorde la citoyenneté française à 60 000 Français musulmans engagés dans la libération de la France et le droit de vote à 1 million d'Algériens. Mais cette ordonnance mal reçue par de nombreux Français d'Algérie arrive bien tard. Trop tard. Elle est déjà dépassée face à la folle demande d'égalité issue de la Seconde Guerre mondiale. L'Empire britannique se défait. L'Indonésie veut s'émanciper. L'Inde, le Pakistan, la Birmanie réclament leur indépendance. Au Caire est créée la Ligue arabe et la conférence de San Francisco, à l'origine de la création de la future ONU, érige enfin le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comme une loi universelle. Well, there's a time for making plans, and there's a time for action. The time for action is here now. Ce contexte d'émancipation suscite un immense espoir en Algérie. Surtout chez ces soldats indigènes de retour de la guerre. Ils sont 130 000. Ils se sont vaillamment battus lors de la campagne d'Italie, puis ont participé à la libération de la France. Comme Ahmed Ben Bella, le futur premier président de la République algérienne. Il a 29 ans, il est le fils d'un paysan, il fait quelques études secondaires et a même joué à l'Olympique de Marseille avant-guerre. Il a été cité 4 fois à l'ordre de l'armée et décoré par de Gaulle lui-même. Je reviens d'un casino, décidé à casser la baraque, voilà, tout simplement. Vraiment, on vivait dans une situation de pas de citoyens de 3e catégorie, 4e catégorie. Ça, on le vivait dans notre chair, n'est-ce pas?
Dans ma famille, il y avait beaucoup qui ont fait l'armée 14-18, qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale. Ils portaient tous la même tenue, le même fusil, ils ont tous le même ennemi en face. Mais les salaires, ils ne sont pas pareils. On était différenciés quand il fallait faire la guerre, mais quand il fallait partager, on était à côté, on était hors de sujet. Au-delà de la Deuxième Guerre mondiale, c'était impensable de continuer à pratiquer une colonisation raciale comme ça, puisque les Arabes n'allaient pas à l'école. Enfin, c'était de la folie d'imaginer qu'on pouvait continuer comme ça. En ce mois de mai 1945, les récoltes sont misérables en Algérie. Dans les campagnes, on meurt. La famine est criante. Et les affamés commencent à accourir vers les villes. La guerre, c'est le rationnement. Tout était rationné, tout était au marché noir. Il y avait la famine. Et je ne sais pas si on imagine vraiment ce que ça veut dire, la famine. Moi, j'ai vu de mes propres yeux un homme mort de faim, à Sétif, dans la rue. Et il était à moitié nu, parce qu'on ne trouvait même pas de quoi s'habiller non plus. On ne trouvait strictement rien. C'était la misère la plus noire. On mourait par famille entière. C'est dans ce contexte que la tension monte en Algérie. La situation se radicalise. Messali s'insurge. Sous prétexte d'agitation, les militants du Parti du peuple algérien sont arrêtés. Et leur leader Messali est exilé, d'abord au Sahara, puis au Congo. L'émotion est considérable. Le 1er mai, une manifestation du PPA réunit en plein Alger 20 000 personnes. Libérer Messali, c'est le mot d'ordre partout, à Alger, à Oran, à Constantine. Messali est devenu le martyr du colonialisme et la pression ne cesse de monter en ce début de mai 45. Ce 8 mai 1945 en Algérie, et à Sétif en particulier, une ville moyenne à l'est d'Alger, on s'apprête aussi à célébrer la victoire des Alliés. Un témoin raconte. La ville était pavoisée, ça allait ressembler à une kermesse, puisque tout le monde affluait par groupe vers l'avenue Clémenceau. Les gens étaient détendus, ils étaient heureux. Du côté algérien, la manifestation est autorisée, mais elle est placée sous haute surveillance. Le port des pancartes pro-Messali et surtout des drapeaux algériens est interdit. Moi, j'ai reçu un ordre de mon chef d'être présent à 8 heures à la mosquée de la Gare, ainsi que d'autres militants, tous les militants. Et ils ont préparé à la veille, ils ont écrit les banderoles. Un ordre d'insurrection a circulé chez les indépendantistes, puis un contre-ordre a été donné par le grand chef Messali. Mais ce contre-ordre n'est pas parvenu à Sétif. Bon, j'étais jeune, j'avais 15 ans. C'était un grand événement, c'était la fête. Et devant la foule, il y avait les scouts. Et derrière les scouts, des étudiants, dont certains étaient des camarades. Et ils m'ont fait signe de les rejoindre, mais nous avons tout juste fait quelques pas. Soudain, surgit dans la foule un drapeau algérien. C'est pour ça qu'ils ont fait arrêter le défilé et de nous dire enlevez le drapeau. C'était à cause de ça que ça a éclaté. J'ai vu Lucien Olivieri, commissaire de la PJ, sortir sans compte et attirer sur la foule. Alors là, on n'a pas pu tenir, c'était fini. Et nous avons été chercher nos armes. Un témoin raconte. On entendait les fauteuils se briser, des guéridons voler. C'est à ce moment-là que je vois des Français ensanglantés. Des gens qui venaient d'être assassinés. Et nous sommes arrivés à la hauteur de chez la fleuriste lorsque son garçon, Amar, a ouvert une porte et nous a fait entrer pour nous mettre à l'abri.
Vers 13h, les forces françaises reprennent le contrôle de la situation. C'est alors le début d'un soulèvement armé dans toute la région. Quand je suis arrivé dans mon village, j'ai vu le chauffeur de taxi Ladouani. Il criait « Au nom de Dieu, soulevez-vous, la révolte a éclaté ». Et il a pris la route du village des Amouchas et de Périgodeville en continuant à crier « Soulevez-vous, la révolte a éclaté ». La région de Sétif, puis plus loin celle de Guelma, s'embrase, affolée par les rumeurs. Les paysans s'acharnent sur les symboles de l'État colonial. Tribunaux, mairies, bureaux de poste. Au nord de Sétif, à Kerata, la population européenne prend peur et déserte le village. On a pris des bidons d'essence, on les a mis à la poste, au palais de justice et à la maison des Saxe. On a craqué une allumette et on a tout fait sauter. Les émeutiers sont arrivés et ils ont défoncé les portes du bureau. Quand ils sont rentrés dans le bureau, eh bien ma foi, ils ont mis des cartouches de dynamite et ils nous ont fait sauter. Au soir du 8 mai 1945, on relève 103 tués et 110 blessés parmi les Européens. Et la riposte française est massive. 40 000 hommes sont déployés dans le département. Des régiments entiers de tirailleurs embarquent pour l'Algérie. Les avions bombardent les villages et de la mer, les croiseurs tirent sur les douars rebelles. Dans la journée, on avait trouvé un poste d'entrée dans le village, 13 ouvriers agricoles avec des petites serpettes pratiquement en guenilles. Et bon, les papiers qu'ils avaient étaient à peine lisibles, forcément. Et l'adjudant a pris ce prétexte, il a laissé partir les gars et il leur a fait tirer dessus. Beaucoup sont tombés à l'arrivée des militaires. Les soldats tiraient sur tout le monde. Les gens tombaient comme des raisins. À Guelma, en l'absence de l'armée, les autorités locales vont armer des milices civiles. Et certains de ces miliciens vont dresser des listes, arrêter des gens et massacrer aveuglément. Moi, le 8 mai 45, mon père m'en parle dès que je suis enfant, quoi. Et je me souviens, il me parle du 8 mai 45, je dis, bah oui, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais non, mais pas du tout, qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est pas que ça, c'est aussi le massacre des nationalistes algériens, c'est l'armée qui se déchaîne contre les populations, c'est les colons qui s'organisent pour mener une répression, c'est la Légion qui jette des Algériens dans les gorges, etc. Sétif, c'est le premier traumatisme de l'Algérie moderne, et c'est le premier traumatisme qui va en fait déclencher, 10 ans plus tard, la guerre pour l'indépendance. En métropole, c'est l'omerta. Personne n'évoque les massacres de Sétif et Guelma. Bravant la censure, Albert Camus va être le seul à dénoncer le drame de Sétif, et surtout ses causes. Il faut dire que le général de Gaulle et son allié communiste Maurice Thorez gouvernent ensemble. Ils veulent étouffer le scandale. Alors on mène une enquête qui n'aboutira jamais vraiment. Raison d'État oblige. La répression des émeutes de Sétif et Guelma fera en 3 semaines, selon les historiens, entre 8 000 et 20 000 morts côté musulman. Quand j'avais passé toute ma petite enfance en Algérie, à l'école, mes camarades de classe étaient des petits Français, des petits pieds noirs, des petits Arabes, des petits Algériens. Et quand on a appris que le jour d'une manifestation en l'honneur de la paix, de la victoire, etc., on a appris qu'à Sétif, on avait tué des tas de gens. Alors, on a dit des centaines, on ne sait même pas combien de centaines, mais ce qu'on a appris tout de suite, c'est qu'il y en avait beaucoup. Parce qu'ils étaient pour la victoire, ils commémoraient la victoire et qu'ils voulaient l'indépendance qu'on leur avait annoncée, promise. J'étais horrifié. Sétif me fait basculer, parce que
Pour moi, il n'y avait que l'usage de la violence qui pouvait, disons, affronter l'autre violence totale, alors celle-là. Mai 1945, c'est un coup de gong, c'est un coup terrible pour ceux qui peuvent entendre. Mais combien avaient des oreilles qui pouvaient entendre à ce moment-là?